fin du 8e siècle. Les dracars scandinaves déchirent les eaux calmes des côtes irlandaises. Les premiers raids vikings transforment l'île d'Émeraude en terrain de chasse. Les monastères, ces sanctuaires de savoir et de richesse, deviennent des cibles privilégiées. En 795, les guerriers du Nord frappent pour la première fois. Ils pillent, brûlent, massacrent. Les moines construisent des tours rondes pour protéger leurs reliques et leurs manuscrits précieux. Mais rien ne peut arrêter la marée scandinave. Au IXe siècle, tout bascule. Les Vikings ne se contentent plus de raids éclairs. Ils s'installent. En 841, ils fondent Dublin, qui deviendra l'une des villes les plus importantes d'Europe du Nord. Waterford, Wexford, Cork, Limerick suivent. Ces colonies scandinaves prospèrent grâce au commerce maritime et à l'artisanat. Les Norvégiens et les Danois ne sont plus seulement des pillards. Ils deviennent des marchands, des bâtisseurs, des voisins permanents. Au milieu du Xe siècle, ils contrôlent des territoires considérables et exercent leur domination sur une large partie de l'Irlande. L'île se trouve fragmentée en plus de 150 royaumes. Chaque chef de clan se proclame roi de son territoire. Les grandes provinces, Munster au sud-ouest, Leinster à l'est, Connacht à l'ouest, Ulster au nord, se disputent la suprématie. Le titre de haut roi reste largement symbolique, détenu traditionnellement par la dynastie des Uí Néill qui contrôle le nord. Dans ce chaos politique, personne ne parvient à unir les Irlandais contre l'envahisseur étranger. Les alliances se font et se défont au gré des intérêts. Certains rois irlandais s'allient même avec les Vikings contre leurs rivaux gaéliques. Les Scandinaves apportent avec eux leurs innovations. Leurs navires révolutionnent la navigation. Leurs armes surpassent celles des Irlandais. Leur système monétaire remplace progressivement le troc du bétail. Les villes côtières qu'ils fondent deviennent des centres commerciaux florissants, reliant l'Irlande à la Bretagne, à l'Angleterre et au continent européen. Mais cette prospérité a un prix. La présence viking crée des tensions constantes. Les raids se poursuivent sporadiquement. Les tribus exigées pèsent lourdement sur les populations locales. Dans ce contexte troublé, une famille modeste du comté de Clare commence son ascension. Les Dalgekais, un clan relativement mineur, occupent un territoire autour de l'estuaire du Shannon. Leur proximité avec la ville viking de Limerick les expose directement à l'influence scandinave. Ils apprennent à connaître l'ennemi, adoptent certaines de ses techniques, tout en résistant à sa domination. Cette position stratégique forgera le destin d'un homme qui marquera l'histoire irlandaise, Brian Mac Senetig, celui que le monde connaîtra sous le nom de Brian Boru. Dans la forteresse de Kincora, près de Killaloe, un garçon voit le jour. Brian est l'un des 12 fils de Senetig mac Lorcain, roi des Dalgeseis et souverain de Thomond. Sa mère, Bébin, est la fille d'Urchad mac Murchad, roi de Maegseola dans l'ouest du Connacht. Ce mariage unit deux familles puissantes, mais le jeune Brian naît dans un monde de guerre perpétuelle. Sa petite enfance se déroule sous la menace constante des raids vikings. Limerick, la puissante cité scandinave, se dresse à quelques kilomètres seulement du territoire des Dalgekais. Les dracars remontent le Shannon, semant la terreur dans leur sillage. Les hommes du Nord ne font aucune distinction entre combattants et civils, entre adultes et enfants. Ils tuent, pillent et repartent vers leurs navires chargés de butin. Quand Brian a 10 ans, l'horreur frappe sa famille de plein fouet. Les Vikings lancent une attaque dévastatrice contre le clan des Dalgekais. Ce jour-là, le jeune garçon voit sa mère se faire massacrer sous ses yeux. Bébin meurt dans la violence, comme tant d'autres femmes et enfants irlandais. Son père, Senetig, tombe également au combat, tentant de défendre son peuple. 2 de ses frères, Finn et Dub, périssent dans la bataille. D'autres frères, Ectigern et Donquan, seront tués 9 ans plus tard lors d'une campagne menée par le haut roi Congalach Cnogba dans le Munster. Ce traumatisme marque Brian à jamais. La mort de sa mère n'est pas une simple statistique de guerre. C'est une blessure qui ne se refermera jamais. Le garçon développe une haine viscérale envers les Vikings, mais aussi une détermination sans faille. Il ne pleure pas, il n'implore pas. Il observe, écoute, apprend. Chaque détail compte. Chaque leçon tirée de ces années terribles forgera le guerrier qu'il deviendra. Après la mort de Senetig en 951,
c'est Madgamin, le frère aîné de Brian, qui prend la tête des Dál Gcais. Les deux frères ne partagent pas la même vision. Madgamin cherche la paix avec les Vikings. Il tente de négocier une trêve avec Ivar, le redoutable chef scandinave de Limerick. Mais Brian rejette cette approche. Pour lui, la seule option viable est la guerre totale contre les envahisseurs. Les souvenirs du massacre de sa famille alimentent sa rage. Le jeune Brian ne se contente pas de haïr les Vikings. Il étudie leurs méthodes. Il comprend que pour les vaincre, il faut adopter certaines de leurs innovations. Leurs navires sont supérieurs? Il faudra apprendre la navigation. Leurs armes sont meilleures? Il faudra améliorer l'armement irlandais. Leur organisation militaire est plus efficace? Il faudra restructurer les forces gaéliques. Cette capacité à combiner la tradition irlandaise avec les innovations vikings deviendra l'une de ses forces majeures. Malgré les réticences de son frère, Brian commence à rassembler des hommes. Il mène de petites attaques, teste des tactiques, gagne en expérience. Sa réputation de guerrier implacable grandit. Des jeunes hommes de tout le pays viennent le rejoindre, attirés par ses victoires et sa détermination. Brian répand la rumeur que son armée est immense, bien plus nombreuse qu'elle ne l'est réellement. Cette guerre psychologique fonctionne. Ses ennemis commencent à le craindre. Face à l'efficacité croissante de son frère, Madgamin finit par abandonner sa quête de paix avec Ivar. Les deux frères unissent leurs forces. Ensemble, ils deviennent redoutables. Leur premier grand succès arrive avec la bataille de Sulquat. Les Dál Gcais affrontent l'armée hiberno-norvégienne de Limerick dans un affrontement brutal. Brian et Madgamin remportent une victoire écrasante. Limerick est prise et mise à sac. Les Vikings sont chassés de la ville pour la première fois depuis des décennies. Cette victoire prouve que les Scandinaves ne sont pas invincibles. Elle galvanise les Irlandais et terrorise les Vikings. Pendant 10 ans, les deux frères consolident leur pouvoir dans le Munster. Ils battent leurs rivaux irlandais, notamment le clan des Eoganachta, qui dominait traditionnellement la province. En 964, Madgamin capture la Rocca de Cashel, siège symbolique du pouvoir dans le Munster. Les Dál Gcais, ce clan mineur de quelques décennies auparavant, deviennent la force dominante de la province. Mais le succès attire la jalousie et la trahison. Les ennemis de Madgamin complotent dans l'ombre. Mael-Muad mac Brian, roi des Eoganachta, refuse d'accepter sa défaite. Il s'allie avec les Vikings survivants et avec d'autres seigneurs irlandais mécontents. En 976, ils tendent un piège mortel. Madgamin est invité à une rencontre de réconciliation. C'est un guet-apens. Il est capturé et assassiné par Donuban mac Catail sur ordre de Mael-Muad. Brian a 35 ans quand il apprend la mort de son frère. La douleur se transforme immédiatement en fureur. Il devient roi des Dál Gcais et jure de venger Madgamin. Sa première cible est Ivar de Limerick. En 977, il attaque et tue le chef viking, éliminant ainsi une menace majeure. Puis il se tourne vers les traîtres irlandais. En 978, il affronte Mael-Muad à la bataille de Bealach Lechta. Le combat est féroce, sans merci. Brian remporte une victoire décisive. Mael-Muad meurt sur le champ de bataille. Avec la mort de Mael-Muad, les Eoganachta perdent leur légitimité dynastique. Le royaume de Munster passe aux mains des Dál Gcais. Brian devient roi de toute la province. Il ne lui reste qu'un dernier obstacle, l'alliance entre Donuban, l'assassin de Madgamin, et Harald, le dernier fils d'Ivar. Brian les affronte à la bataille de Cater-Cuan. C'est un massacre. Selon les chroniques, Brian fait un carnage de ses ennemis. Donuban et Harald périssent, tous deux. À 37 ans, Brian contrôle fermement le Munster. Mais son ambition ne s'arrête pas là. Il lève les yeux vers le nord et commence à rêver d'un objectif que personne n'a jamais vraiment accompli, unir toute l'Irlande sous un seul roi. Le Munster ne suffit pas. Brian comprend qu'un royaume divisé reste vulnérable. Pour vraiment chasser les Vikings et protéger l'Irlande, il faut unifier l'île sous une autorité centrale forte. Le titre de Haute-Roi, ou Ard-ri, existe depuis des siècles, mais il reste largement honorifique. Les Uinéiles du Nord le détiennent par tradition, sans pouvoir réel sur les autres provinces. Brian veut transformer ce titre en véritable position de commandement.
Sa première cible est le Leinster, la riche province orientale qui abrite Dublin. Il lance une série d'attaques calculées, forçant les rois locaux à se soumettre. Sa stratégie combine violence militaire et diplomatie intelligente. Il offre aux rois vaincus la possibilité de conserver leur pouvoir local en échange de leur allégeance et du paiement d'un tribut. Beaucoup acceptent, préférant cet arrangement à une guerre d'anéantissement. Pendant ce temps, Mael Sechnaill mac Domhnaill règne comme haut roi depuis Tara. C'est un membre des puissants Uí Néill, la dynastie qui domine le nord de l'Irlande depuis des générations. Il observe l'ascension de Brian avec inquiétude. En 998, Brian commet l'impensable. Il attaque Meath, le cœur du territoire des Uí Néill. C'est une déclaration de guerre directe contre le haut roi lui-même. Mael Sechnaill riposte en 999, attaquant le Munster. Les deux hommes les plus puissants d'Irlande s'affrontent dans une lutte pour la suprématie. Mais Brian a un avantage. Il contrôle déjà le Munster et le Leinster, et sa réputation militaire ne cesse de grandir. Après plusieurs années de conflit, Mael Sechnaill réalise qu'il ne peut pas vaincre Brian par la force. En 997, les deux rois se rencontrent à Clonfert et concluent un accord remarquable. Ils divisent l'Irlande en deux sphères d'influence. Mael Sechnaill contrôlera le nord, Brian le sud. Cette paix ne dure pas longtemps. Brian continue ses campagnes militaires, étendant progressivement son influence. En 999, il remporte une victoire cruciale à la bataille de Glen Mama, écrasant une révolte des Vikings de Dublin et des guerriers du Leinster. L'année suivante, en 1000, il marche sur Dublin et met la ville à sac. C'est un coup dévastateur pour la puissance scandinave en Irlande. Brian se montre aussi habile en matière de mariage stratégique qu'en tactique militaire. Il épouse plusieurs femmes issues de familles puissantes, consolidant ainsi son réseau d'alliances. Sa deuxième épouse, Gormleth, mérite une attention particulière. Cette femme extraordinaire a déjà été mariée à Amlaíb Cuaran, roi viking de Dublin et York, puis à Mael Sechnaill lui-même. Elle est la fille de Murchad mac Fin, roi du Leinster, et la mère de Sigtryggr Silkiskegg, roi de Dublin. En épousant Gormleth, Brian crée un lien familial avec les deux forces qu'il cherche à dominer, le Leinster et Dublin. Mais Gormleth n'est pas une épouse docile. Les chroniques la décrivent comme la plus belle et la plus douée des femmes, mais aussi comme quelqu'un qui fait tout mal sur quoi elle a du pouvoir. Brian finit par la répudier, une décision qui aura des conséquences catastrophiques. Une femme scorned, dit le proverbe anglais. Gormleth devient son ennemi mortel. En 1002, Brian marche sur Athlone avec une armée combinée comprenant les forces du Munster, d'Osraige, du Leinster et de Dublin. Mael Sechnaill comprend que la résistance est futile. Abandonné par ses alliés du Nord, les Cenél Néogain et les Cenél Conaille, il se soumet à Brian. Pour la première fois dans l'histoire irlandaise, un homme du Sud devient haut roi d'Irlande, brisant le monopole séculaire des Uí Néill. Brian a 61 ans. Il a consacré sa vie entière à atteindre ce sommet. Le nouveau haut roi ne se repose pas sur ses lauriers. Il passe les années suivantes à consolider son pouvoir, à soumettre les rois récalcitrants, à construire une administration centrale. Il mène des campagnes contre les Uí Néill du Nord qui refusent de reconnaître son autorité. En 1006, il force Flaedbertach Uanéill, roi du Nord, à se soumettre. Le roi vaincu épouse l'une des filles de Brian pour sceller l'alliance. En 1011, Brian atteint l'apogée de sa puissance. Le roi de Cenél Conaille de Donegal devient son vassal. L'Irlande, pour la première fois en des siècles, connaît une forme d'unité sous un seul homme. Brian ne se contente pas d'être un conquérant. Il se veut bâtisseur de nations. Dans le livre d'Armagh, il se fait appeler « empereur des Irlandais », revendiquant une autorité qui transcende les divisions tribales traditionnelles. Il finance la reconstruction de monastères et de bibliothèques détruits par les raids vikings. Il encourage le commerce et les arts. Il tente de créer une identité irlandaise commune, unissant Gaels et Scandinaves sous sa couronne. Mais cette unité reste fragile, basée largement sur la force personnelle de Brian et la peur qu'il inspire. Les vieilles rivalités dynastiques bouillonnent sous la surface. Le Leinster, en particulier, refuse d'accepter la domination d'un roi du Munster. Et au cœur de cette résistance se trouve une femme qui n'a jamais pardonné son humiliation, Gormleth.
Brian a 72 ans. Son empire irlandais semble solide, mais des fissures apparaissent. Le Leinster, cette province orientale qu'il a soumise des années auparavant, commence à s'agiter. Au centre de cette rébellion se trouve Mael Morda mac Murchada, roi du Leinster et frère de Gormleth, l'ex-épouse répudiée de Brian. Les circonstances exactes qui déclenchent la révolte restent obscures, perdues dans les brumes de l'histoire. Certaines chroniques racontent une querelle apparemment anodine. Mael Morda, allié de Brian à l'époque, se rendait à Kincora en apportant 3 grands mâts de pain pour la construction navale, probablement comme tribut. En chemin, il s'arrête pour observer une partie d'échecs entre Murchad, le fils de Brian, et un autre noble. Mael Morda suggère un coup au joueur qui perd. Murchad réplique avec mépris qu'il serait préférable que Mael Morda s'occupe de ses propres affaires plutôt que de donner des conseils sur des jeux. L'insulte est publique, humiliante. Le roi du Leinster quitte Kincora furieux. Mais cette anecdote, si elle est vraie, ne constitue qu'un prétexte. Les véritables raisons de la révolte sont plus profondes. Le Leinster n'a jamais vraiment accepté la domination de Brian. La province se considère comme l'égale, voire la supérieure, du Munster. Les tributs exigés par Brian pèsent lourdement. Les ambitions personnelles de Mael Morda jouent également leur rôle. Et surtout, il y a Gormleth. La sœur de Mael Morda n'a jamais pardonné à Brian de l'avoir répudiée. Cette femme, qui a été reine de Dublin, puis haute reine d'Irlande à 2 reprises, ne peut supporter l'humiliation. Elle devient l'architecte de la conspiration contre son ancien mari. Gormleth possède des liens familiaux puissants. Son fils, Sigtryggr Silkiskegg, règne sur Dublin. Son frère contrôle le Leinster. Elle utilise ses connexions pour tisser une alliance mortelle. Les chroniques ultérieures, notamment le Cogad Gaedel Regalaib, rédigé par les descendants de Brian, dépeignent Gormleth comme une manipulatrice maléfique qui pousse activement à la guerre. Elles affirment qu'elle incite son frère à se rebeller et son fils à tuer Brian. Si ces récits sont exagérés par la propagande, une chose reste claire. Gormleth joue un rôle central dans la coalition qui se forme contre le Haut-Roi. Sigtryggr Silkiskegg se trouve dans une position délicate. Fils d'une mère irlandaise et d'Amlaib Cuaran, un roi viking, il règne sur Dublin depuis des années. Après la défaite à Glen Mama en 999, il a dû accepter la suprématie de Brian. Il a même épousé l'une des filles du Haut-Roi pour sceller l'alliance. Mais cette soumission lui pèse. Dublin était autrefois une puissance indépendante, dominant le commerce maritime. Maintenant, la ville doit courber l'échine devant un roi irlandais du Sud. Quand Mael Morda se révolte ouvertement, Sigtryggr voit une opportunité. Mais il sait que les forces du Leinster et de Dublin seules ne peuvent vaincre Brian. Il faut des renforts, beaucoup de renforts. Le roi de Dublin prend une décision audacieuse. Il traverse la mer vers le nord, cherchant des alliés parmi les Vikings des îles britanniques. Sa première destination est les Orcades, où règne Sigurd Lodvirson, un jarl puissant et ambitieux. Sigurd le Robuste, comme on l'appelle, contrôle non seulement les Orcades, mais exerce aussi son influence sur les Shetland et une partie des Hébrides. Son royaume insulaire prospère grâce au contrôle des routes commerciales vers Dublin. Il connaît bien la richesse de la capitale irlandaise, car ses navires font escale régulièrement pour se ravitailler et commercer. Sigtryggr présente à Sigurd une offre alléchante. Selon la saga de Njal, il promet au Jarl le haut royaume d'Irlande s'il vient combattre Brian. Il lui offre également la main de Gormleth, présentant sa mère comme un trophée supplémentaire. Mais Sigurd n'est pas naïf. Il comprend que la véritable récompense serait Dublin elle-même. La ville, avec son port stratégique, ses routes commerciales et sa richesse, représente un prix extraordinaire. Si Brian tombe, Dublin redeviendrait un royaume viking indépendant, peut-être même sous le contrôle direct des Orcades. Sigurd accepte. Il mobilise ses guerriers, rassemble sa flotte. Mais Sigtryggr ne s'arrête pas là. Il voyage aussi vers l'île de Man, où il recrute Brodir, un guerrier redoutable. Les sources le décrivent comme un homme immense aux longs cheveux noirs, vêtu d'une cotte de mailles que aucun acier ne peut mordre. Brodir était autrefois chrétien, mais il a apostasié et est considéré comme un magicien. Lui aussi reçoit les mêmes promesses,
le royaume d'Irlande et la main de Gormleth. La duplicité de ses promesses ne dérange pas Sigtryggr. Il promet la même chose à plusieurs hommes, sachant que seule la victoire compte. Une fois Brian mort, les vainqueurs pourront se disputer les dépouilles. D'autres guerriers vikings répondent également à l'appel. Des hommes des Hébrides, de Skye, de Lewis, de Kintyre, d'Argyll. Certains viennent même de Bretagne et de Cornouailles. La flotte qui se rassemble pour converger sur Dublin est impressionnante. Pendant la Semaine sainte de 1014, ces flottes vikings arrivent à Dublin. Des milliers de guerriers scandinaves débarquent, équipés de cottes de mailles, de haches de guerre, d'épées forgées dans les meilleures forges du Nord. Ils rejoignent les forces de Mael Morda et les hommes du Leinster. L'alliance est hétéroclite, réunissant des vikings païens, des scandinaves christianisés, des Irlandais du Leinster et des mercenaires de toute origine. Mais ils partagent un objectif commun, renverser Brian Boru. Des messagers arrivent à Kincora, porteurs de nouvelles alarmantes. Brian comprend immédiatement la gravité de la situation. Cette fois, ce n'est pas une simple rébellion locale. C'est une invasion à grande échelle, menaçant tout ce qu'il a construit. À 73 ans, le vieux guerrier sait que sa plus grande bataille l'attend. Il lance un appel aux armes à travers ses domaines. Les hommes du Munster répondent en masse. Murchad, son fils aîné et héritier, prend le commandement des troupes. Brian envoie aussi des messages à Mael Sechnaill, son ancien rival devenu allié. Le roi de Meath, qui a retrouvé son titre de haut roi du Nord en échange de sa soumission à Brian, promet de venir avec ses forces. Les armées convergent vers Dublin. Brian mène personnellement la marche à travers le centre de l'Irlande. Les clans qui le soutiennent fournissent des provisions. Viande séchée, fromage, pain, bière. L'armée progresse lentement, rassemblant des renforcements en chemin. 2 rois du Connacht, Mael Ruanaid Ua Haidin des Ui Fiachrach Aidne et Tadg Ua Heleig des Ui Main, rejoignent la campagne avec leurs guerriers. Les sources divergent sur la taille exacte des armées. Les chroniques irlandaises parlent de 20 000 hommes du côté de Brian. Les estimations modernes sont plus conservatrices, suggérant peut-être 5 000 combattants de chaque côté. Mais même avec ces chiffres réduits, c'est l'une des plus grandes concentrations de forces militaires jamais vues en Irlande. Le Vendredi saint approche. Les 2 armées se rapprochent inexorablement de la plaine de Clontarf, au nord de Dublin, là où la rivière Tolka se jette dans la baie. Le terrain est relativement plat, traversé par la rivière, avec la mer d'un côté et Dublin de l'autre. C'est là que se décidera le destin de l'Irlande. Brian établit son campement. Il sait que Sigtryggr a promis Dublin à plusieurs chefs vikings. Il comprend que ses ennemis sont divisés par des ambitions contradictoires. Mais il sait aussi que l'alliance contre lui est formidable. Mael Sechnaill et ses forces du Meath arrivent finalement, mais leur engagement reste incertain. Le vieux roi de Tara n'a pas oublié que Brian lui a pris le haut royaume. Sa loyauté est conditionnelle. La nuit précédant la bataille, Brian aurait prié longuement. Chrétien fervent, il comprend l'ironie de combattre le Vendredi saint, jour de la crucifixion. Mais il n'a pas le choix. Ses ennemis ont choisi ce jour, peut-être délibérément, pour livrer bataille. Le vieux roi sait que cette journée sera déterminante. Il sait aussi, avec la sagesse de ses 73 ans, qu'il pourrait ne pas la survivre. Vendredi saint, 23 avril 1014. L'aube se lève sur la plaine de Clontarf. La marée est basse, exposant le lit vaseux de la baie de Dublin. Les 2 armées se font face. D'un côté, les forces de Brian Boru, les guerriers du Munster sous le commandement de Murchad, les contingents du Connacht et les hommes du Meath dirigés par Mael Sechnaill. De l'autre, l'alliance hétéroclite de Mael Morda, Sigtryggr et leurs alliés vikings venus des 4 coins du monde scandinave. Les forces irlandaises de Brian présentent un contraste frappant avec leurs adversaires. La plupart portent peu d'armure, privilégiant la mobilité à la protection. Ils sont équipés d'armes légères, javelots, courtes épées, couteaux. Certains nobles portent des cottes de mailles obtenues par le commerce ou prises à l'ennemi, mais ils restent l'exception. Les boucliers ronds, décorés de motifs tribaux, constituent leur principale défense. En face, les Vikings et leurs alliés du Leinster
présentent un spectacle plus imposant. Les guerriers scandinaves portent leurs fameuses cottes de mailles, qui scintillent au soleil levant. Leurs casques coniques, parfois ornés de protections faciales, les rendent encore plus terrifiants. Ils brandissent de longues épées, des haches de guerre à double tranchant et des lances redoutables. Sigurd des Orcades a même apporté son étendard légendaire, une bannière censée accorder la victoire à celui qui la porte, mais condamner à mort celui qui la transporte. Brian lui-même ne participe pas directement au combat. À 73 ans, il est trop âgé pour se battre en première ligne. Certaines sources suggèrent que l'année précédente, il avait encore combattu personnellement, mais pour Clontarf, il reste dans son camp. Sa tente est établie légèrement en retrait, gardée par quelques soldats d'élite. Le vieux roi prie. C'est le Vendredi saint, jour sacré entre tous pour un chrétien. Alors que ces hommes s'apprêtent à verser le sang, lui demandent pardon à Dieu. Les détails précis de la bataille restent incertains. Les chroniques contemporaines, les annales d'Innisfallen et les annales d'Ulster ne fournissent que des informations fragmentaires. Les récits ultérieurs, écrits des décennies plus tard par les descendants de Brian, embellissent les faits, transformant la bataille en épopée mythologique. Mais certains éléments peuvent être reconstitués. Le combat commence par une feinte viking. Les navires scandinaves, ancrés dans la baie, semblent prendre le large, comme s'ils abandonnaient Sigtryggr. C'est une ruse. Ils reviennent sous le couvert de la nuit et débarquent des renforts. Cette manœuvre aurait pu déstabiliser les Irlandais, mais Brian et Murchad anticipent ce type de tactique. Le géologue Samuel Houghton, qui a étudié l'événement au XIXe siècle, conclut que la bataille s'est déroulée entre 5h30 du matin et 17h55, d'après les horaires de la marée. Le combat dure donc presque toute la journée, un affrontement d'une violence inouïe. Les guerriers s'affrontent corps à corps, la bataille se fragmentant en une multitude de duels individuels et de mêlées confuses. Murchad mène les hommes du Munster avec une bravoure féroce. Il est un guerrier accompli, formé toute sa vie pour ce moment. À ses côtés combat son propre fils, Tuard le Bâche, le petit-fils de Brian. 3 générations de la famille des Dal-Jekais se battent ce jour-là pour préserver l'empire que Brian a construit. Les Vikings combattent avec la fureur désespérée d'hommes qui ont tout misé sur cette bataille. Sigurd des Orcades, Brodir de Man et les autres chefs scandinaves savent qu'une défaite signifie la mort. Ils ne peuvent pas simplement rentrer chez eux après avoir échoué. Ils poussent leurs hommes au-delà de toute limite. Mael Morda du Leinster se bat aux côtés des Vikings. C'est un combattant redoutable, mais aussi un homme intelligent qui comprend les enjeux. Si Brian l'emporte, le Leinster restera écrasé sous la botte du Munster pour des générations. C'est sa dernière chance de restaurer l'indépendance de sa province. Les chroniques mentionnent des exploits héroïques des deux côtés. Un guerrier irlandais aurait tué plusieurs Vikings à lui seul avant de succomber à ses blessures. Un chef scandinave aurait fendu les rangs irlandais comme une faux dans le blé. Ces récits, peut-être exagérés, reflètent néanmoins l'intensité du combat. Au fil des heures, la supériorité numérique des Irlandais commence à faire la différence. Les Vikings, malgré leur armement supérieur, sont progressivement repoussés. Leurs lignes se brisent. Les guerriers du Munster, galvanisés par Murchad, enfoncent les défenses ennemies. Le champ de bataille se transforme en abattoir. Mael Morda tombe au combat, tué par les hommes de Brian. Sa mort brise le moral des Leinstermen. Sigurd des Orcades meurt également, accomplissant la prophétie selon laquelle porter son étendard garantit la mort. Son décès prive les Vikings de leur commandant le plus compétent. La bataille tourne définitivement en faveur de Brian. Les Vikings commencent à battre en retraite vers leurs navires. Mais la marée est montante. Ceux qui tentent de fuir par la mer se noient par centaines, alourdis par leurs cottes de mailles. D'autres sont rattrapés et massacrés sur la plage. Les chroniques parlent de 7000 morts du côté scandinave, un chiffre probablement exagéré, mais qui témoigne de l'ampleur du carnage. Mais la victoire a un prix terrible. Murchad, le fils et héritier de Brian, tombe au combat. Son fils Tuard le Bâche périt également. 4000 Irlandais meurent ce jour-là, incluant de nombreux nobles et chefs de clan. La décapitation du commandement irlandais aura des conséquences désastreuses pour l'empire de Brian. Dans sa tente, Brian ignore encore l'étendue de la victoire et des pertes. Il prie, attendant des nouvelles,
Ces gardes maintiennent une vigilance constante, mais ils sont peu nombreux. La plupart des soldats se battent sur le champ de bataille, à quelques centaines de mètres de là. C'est alors qu'un groupe de Vikings en fuite découvre la tente du haut roi. Les sources divergent sur les détails, mais le résultat reste le même. Brodir, le guerrier de Man, ou peut-être un autre Viking nommé Brotor, pénètre dans la tente avec quelques hommes. Il trouve Brian agenouillé en prière. Le vieux roi lève les yeux. Il n'essaie pas de fuir, il n'implore pas pitié. Après une vie entière de combat, il affronte la mort avec dignité. Brodir, ou celui qui tient la hache, frappe. Brian Boru, haut roi d'Irlande, empereur des Irlandais, l'homme qui a unifié l'île et brisé la puissance viking, meurt dans sa tente le vendredi saint 1014. Les gardes irlandais découvrent bientôt le massacre. Ils rattrapent les Vikings fuyards. Selon les légendes irlandaises, Ulf le Querelleur, frère de Brian, attrape Brodir. Il arrache d'abord la cotte de maille magique du Viking, puis le tue lentement, avec une cruauté qui reflète la rage des Irlandais face au meurtre de leur roi. Quand la nouvelle de la mort de Brian se répand sur le champ de bataille, les deux camps réagissent de manière opposée. Les Irlandais sont désorientés, choqués. Ils ont gagné la bataille mais perdu leur chef. Les Vikings survivants, réalisant que Brian est mort, tentent une dernière contre-attaque. Mais il est trop tard. Ils sont trop peu nombreux, trop épuisés. La déroute continue. Sigtryggr n'a pas participé au combat. Il est resté dans Dublin, surveillant les murailles. Cette décision stratégique lui sauve la vie. Il voit son armée se faire anéantir, mais il garde le contrôle de la ville. Les Irlandais, désorientés par la perte de leur chef, ne tentent pas d'attaquer Dublin. Ils rassemblent leurs morts et commencent la longue marche vers leur terre. Le soir tombe sur Clontarf. Des milliers de corps jonchent la plaine. Le sang a rougi les eaux de la Tolka. Des corbeaux descendent par centaines, attirés par l'odeur de la mort. Les survivants errent, cherchant leurs camarades tombés, pillant les cadavres ennemis. C'est la fin d'une époque. L'Irlande a gagné une bataille, mais perdu son unificateur. Les corps de Brian Boru et de son fils Murchad sont récupérés avec révérence. Ils sont transportés vers Armagh, le siège spirituel de l'Irlande chrétienne. Brian avait été un grand bienfaiteur de l'église d'Armagh et c'est là qu'il sera enterré, près du sanctuaire de Saint Patrick. Son petit-fils Tuard le Bac repose également à ses côtés. 3 générations de la lignée des Dal et Kais sont inhumées ensemble, témoignage du prix terrible de la victoire. Donnchad mac Brian, un autre fils de Brian né de son union avec Gormleth, n'a pas participé à la bataille. Les sources suggèrent qu'il était en mission de ravitaillement. À son retour, il découvre la victoire et le désastre. Son père est mort, son demi-frère Murchad est mort, son neveu est mort. Donnchad rassemble les forces des Dalgecaïs à Clontarf et les ramène au Munster. À 30 ans, il hérite d'un empire fragile. L'unité que Brian avait laborieusement construite commence immédiatement à se fissurer. Donnchad devient roi du Munster, mais son autorité est contestée. Son demi-frère Tadj, né de l'union de Brian avec Ecrad, revendique également le trône. Initialement, les 2 frères unissent leurs forces contre les Eoganacht-Reitlind, leurs vieux ennemis. Mais en 1023, Donnchad ordonne l'assassinat de Tadg, éliminant son rival le plus dangereux. Mael Sechnaill reprend son titre de haut roi. À près de 60 ans, il retourne au pouvoir qu'il avait perdu 12 ans auparavant. Mais l'Irlande de 1014 n'est plus celle de 1002. La bataille de Clontarf a décimé une génération de chefs. Les structures que Brian avait mises en place s'effondrent. Les anciennes rivalités ressurgissent. L'île retombe dans la fragmentation politique qui la caractérisait avant l'ascension de Brian. Mael Sechnaill règne jusqu'à sa mort en 1022, mais son pouvoir reste limité au Meath et à ses environs. Après lui, le titre de haut roi redevient ce qu'il était avant Brian, une fiction honorifique revendiquée par plusieurs mais vraiment détenue par aucun. Les descendants de Brian, qui se donnent le nom d'O'Brien, continueront à régner sur le Munster pendant des siècles, mais ils ne retrouveront jamais l'empire de leur ancêtre. Du côté viking, Clontarf marque un tournant décisif. Les Scandinaves comprennent qu'ils ne peuvent pas conquérir militairement l'Irlande. Les jours des grandes invasions sont terminés.
Sigurd des Orcades est mort, privant les Vikings des îles britanniques de leur chef le plus puissant. Brodir de Man a été tué. Les flottes qui avaient convergé sur Dublin sont anéanties. Sigtryggr Silkiskegg survit et continue à régner sur Dublin jusqu'en 1036. En 1028, il part même en pèlerinage à Rome, signe que la ville reste prospère et stable. Mais Dublin n'est plus la puissance maritime qu'elle était. En 1052, Diarmait MacMahel na Embo, roi du Leinster, capture la ville, affirmant pour la première fois une suzeraineté irlandaise totale sur les Norvégiens. Les Vikings restent en Irlande, mais leur rôle change. Ils cessent d'être des conquérants pour devenir des habitants, des marchands, des artisans. Leurs villes côtières continuent à prospérer. Dublin, Waterford, Cork, Limerick. Mais ces cités sont progressivement intégrées dans le tissu politique irlandais. Les mariages mixtes deviennent courants. Les hiberno-norvégiens, ces descendants métissés de Scandinaves et d'Irlandais, constituent bientôt une catégorie à part entière. Les historiens modernes débattent encore de la signification réelle de Clontarf. Pendant des siècles, la bataille a été présentée comme la victoire définitive des Irlandais sur les envahisseurs vikings, le moment où Brian Boru a sauvé l'Irlande de la conquête scandinave. Cette interprétation nationaliste a dominé du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle. Les descendants de Brian ont produit des textes comme le Kogad Gaedel Regalaib, qui transformaient leurs ancêtres en héros légendaires, défenseurs de la chrétienté contre les païens. Mais les historiens révisionnistes ont remis en question ce récit. Ils soulignent que des Vikings combattaient des deux côtés. Brian lui-même avait des guerriers scandinaves dans ses rangs, notamment des hommes de Limerick et de Waterford. La bataille n'était pas un affrontement entre Irlandais et Vikings, mais une guerre civile irlandaise compliquée par des interventions scandinaves. Brian ne cherchait pas à chasser les Vikings de l'île, mais à établir sa domination personnelle sur toute l'Irlande. Cette analyse révisionniste contient une part de vérité. Clontarf était effectivement une lutte pour le pouvoir, pas une croisade nationale. Brian avait des alliés vikings, et ses ennemis incluaient de nombreux Irlandais. Mais cette perspective manque aussi quelque chose d'essentiel. Même si Brian n'était pas le saint nationaliste dépeint par la propagande, sa vision d'une Irlande unie sous un seul gouvernement central était révolutionnaire. Avant Brian, l'Irlande était une mosaïque de plus de 150 royaumes, constamment en guerre les uns avec les autres. Les Vikings avaient exploité ces divisions, jouant les factions irlandaises les unes contre les autres. Brian a tenté de créer une structure politique capable de transcender ces loyautés tribales. Il a échoué, en partie parce qu'il n'a pas vécu assez longtemps pour enraciner ses réformes, en partie parce que la société irlandaise n'était pas prête pour ce type de centralisation. Quant aux Vikings, même si Clontarf n'était pas purement une bataille irlandais contre Scandinaves, elle a néanmoins marqué la fin de leur expansion militaire en Irlande. Après 1014, les Vikings en Irlande sont sur la défensive. Ils conservent leur ville côtière, mais ils cessent d'être une force politique majeure. L'équilibre du pouvoir a basculé définitivement en faveur des Gaëls. Dans la mémoire collective irlandaise, Brian Boru est devenu plus grand que nature. Son histoire résonne à travers les siècles. Il est le roi qui a uni l'Irlande, ne serait-ce que brièvement. Il est le guerrier qui a tenu tête aux Vikings. Il est l'homme du peuple qui a brisé le monopole dynastique des Uí-Néill. Que ces images soient parfaitement historiques ou légèrement mythifiées importe finalement peu. Elles reflètent un besoin profond dans la psyché irlandaise, celui d'un héros national, d'un moment d'unité, d'une victoire contre les envahisseurs. La harpe de Brian, que l'on peut voir aujourd'hui au Trinity College de Dublin, est devenue l'un des symboles les plus reconnaissables de l'Irlande. Guinness l'utilise comme logo. Le gouvernement irlandais l'a adopté comme emblème national. Bien que la harpe elle-même date probablement du XVe siècle et n'ait donc jamais appartenu à Brian, elle représente son héritage culturel. Brian n'était pas seulement un guerrier, il était aussi un patron des arts, un protecteur de l'Église, un bâtisseur de civilisation. Les O'Brien, ses descendants, continueront à jouer un rôle majeur dans l'histoire irlandaise pendant des siècles. Même après l'invasion normande de 1169, ils maintiendront leur pouvoir dans certaines parties du Munster.
le nom O'Brien reste l'un des plus nobles d'Irlande, portant avec lui le souvenir de l'homme qui a brièvement uni l'île. Gormleth, la femme qui a peut-être orchestré la conspiration contre Brian, survit à la bataille. Elle meurt en 1030, 16 ans après Clontarf. Ses deux fils, Sigtryggr de Dublin et Donnchad du Munster, règnent simultanément pendant 22 ans, un fait ironique qui illustre la complexité des relations hiberno-scandinaves. La femme qui avait été successivement reine viking, haute reine irlandaise à 2 reprises et conspiratrice, laisse sa propre marque sur l'histoire, même si les chroniques l'ont peinte en méchante. Plus de 1000 ans ont passé depuis le Vendredi Saint 1014. La plaine de Clontarf est maintenant un quartier de banlieue de Dublin. Les maisons modernes et les rues goudronnées recouvrent le champ de bataille où des milliers d'hommes sont morts. Rien ne marque visuellement le lieu exact où Brian Boru est tombé, où Murchad a mené sa dernière charge, où les Vikings ont été repoussés vers la mer. Pourtant, l'héritage de Brian résonne encore. Il a démontré qu'un Irlandais du Sud pouvait devenir haut roi, brisant un monopole dynastique vieux de plusieurs siècles. Il a prouvé que les Vikings n'étaient pas invincibles, qu'une armée irlandaise bien commandée pouvait vaincre les guerriers scandinaves réputés. Il a montré qu'une vision d'une Irlande unie n'était pas qu'un rêve impossible. Son échec ultime enseigne aussi des leçons importantes. Un empire construit sur la force personnelle d'un seul homme reste fragile. Sans institutions durables pour maintenir l'unité, sans acceptation volontaire de l'autorité centrale par les différentes provinces, la mort du leader entraîne l'effondrement du système. Brian n'a pas eu le temps de transformer son royaume en une nation stable. Sa mort prématurée à Clontarf a interrompu ce processus. Les chroniques médiévales l'ont transformé en saint, en héros sans défaut, en sauveur de l'Irlande. Cette hagiographie était excessive. Brian était un homme ambitieux, parfois impitoyable, qui a utilisé la violence, la diplomatie et la manipulation pour atteindre ses objectifs. Il a tué ses rivaux, brûlé leurs forteresses, forcé des alliances à la pointe de l'épée. Il n'était pas le saint de vitrail imaginé par les nationalistes du XIXe siècle, mais il était aussi plus qu'un simple seigneur de guerre assoiffé de pouvoir. Il avait une vision. Il comprenait que l'Irlande divisée resterait vulnérable aux invasions extérieures. Il voyait que les querelles tribales affaiblissaient l'île. Il tentait de créer quelque chose de nouveau, un royaume irlandais unifié, capable de résister aux Vikings, de protéger l'Église, de promouvoir la culture gaélique. Cette vision était en avance sur son temps. L'Irlande du XIe siècle n'était pas prête pour un gouvernement central fort. Les loyautés tribales étaient trop profondément enracinées. Les rivalités dynastiques étaient trop anciennes. Les structures féodales qui permettraient la centralisation en France ou en Angleterre n'existaient pas encore en Irlande. Brian tentait de construire une nation moderne avec les outils du passé. Pourtant, son exemple a inspiré les générations futures. Les rois irlandais ultérieurs se réclameront de son héritage, tenteront d'imiter ses accomplissements. Certains, comme Turlugh O'Connor au XIIe siècle, réussiront brièvement à unir de larges portions de l'île. Mais aucun ne reproduira l'étendue du pouvoir de Brian avant l'invasion normande. Car c'est peut-être là l'ironie ultime de l'histoire de Brian. En créant un précédent pour un gouvernement central fort en Irlande, il a également montré aux futurs envahisseurs que l'île pouvait être gouvernée comme une unité. Quand les Normands arriveront en 1169, puis les Anglais après eux, ils suivront le modèle que Brian avait esquissé. Soumettre les provinces une à une, forcer les rois locaux à l'allégeance, établir une autorité centrale. Mais contrairement à Brian, ils venaient de l'extérieur, et leur domination durerait des siècles. Les Irlandais, pendant toute cette période de domination étrangère, se souviendront de Brian Boru. Il deviendra le symbole de l'âge d'or perdu, du temps où un Irlandais régnait sur toute l'Irlande, du moment où les envahisseurs étrangers ont été repoussés. Cette mémoire nourrira la résistance irlandaise à travers les siècles. Quand les nationalistes du XIXe et du XXe siècle lutteront pour l'indépendance, ils invoqueront l'exemple de Brian. Dans la culture populaire, Brian est devenu une figure légendaire. Des romans, des pièces de théâtre, des films racontent son histoire. Morgan Llewellyn a écrit Lion of Ireland, un roman épique sur sa vie. Des bandes dessinées mexicaines des années 60 l'ont présenté aux lecteurs d'Amérique latine.
Des jeux vidéo comme Crusader Kings 3 permettent aux joueurs d'incarner Brian et de tenter d'unir l'Irlande. Cette persistance dans la mémoire collective témoigne du pouvoir de son histoire. C'est un récit universel. L'ascension d'un homme ordinaire vers des hauteurs extraordinaires, la lutte contre l'oppression étrangère, la quête d'unité dans la division et finalement le sacrifice ultime au moment de la victoire. C'est tragique, héroïque, inspirant. Les historiens modernes apportent des nuances importantes à cette légende. Ils nous rappellent que la réalité était plus complexe que le mythe. Brian n'était pas un nationaliste moderne avant l'heure. Il ne combattait pas pour une Irlande abstraite, mais pour sa propre dynastie et son propre pouvoir. Les Vikings n'étaient pas purement des envahisseurs étrangers, mais aussi des résidents établis, des partenaires commerciaux, des alliés potentiels. Mais ces nuances, aussi importantes soient-elles pour notre compréhension historique, ne diminuent pas vraiment l'importance de Brian. Au contraire, elles le rendent plus humain, plus réel. Ce n'était pas un saint ou un demi-dieu, mais un homme en chair et en os qui a accompli des choses remarquables malgré ses limites et ses défauts. Il est né dans un clan mineur, a vu sa mère massacrée par les Vikings, a grandi dans la violence et le chaos. Il aurait pu facilement devenir un simple chef de guerre local, menant des raids contre ses voisins, mourant dans une escarmouche oubliée. Au lieu de cela, il a transformé son traumatisme en ambition, sa rage en vision. Il a passé 73 ans à construire un empire, à unifier l'Irlande, à créer quelque chose de plus grand que lui-même. Et quand il est mort, agenouillé en prière dans sa tente alors que ses hommes remportaient la victoire à l'extérieur, il a laissé un héritage qui transcende les faits bruts de l'histoire. Il a montré ce qui était possible. Il a prouvé qu'un Irlandais pouvait régner sur toute l'île. Il a démontré que l'unité, même temporaire, même fragile, était réalisable. Clontarf n'a pas chassé définitivement les Vikings d'Irlande. Brian n'a pas créé une nation irlandaise durable. Son empire s'est effondré à sa mort. Mais pour un bref moment, pour 12 années entre 1002 et 1014, l'Irlande a connu l'unité. Un seul homme tenait les rênes du pouvoir, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'était sans précédent. Ce serait unique dans l'histoire gaélique. Ce moment d'unité, aussi éphémère soit-il, a laissé une empreinte indélébile sur la conscience irlandaise. Il a créé un souvenir, une aspiration, un rêve. Pendant plus de 800 ans de domination étrangère, les Irlandais se sont souvenus qu'ils avaient une fois été unis sous leur propre roi. Cette mémoire a maintenu vivant l'espoir de l'indépendance. Quand l'Irlande moderne a finalement obtenu son indépendance au XXe siècle, les nouveaux leaders ont consciemment invoqué l'héritage de Brian Boru. Ils se voyaient comme accomplissant ce qu'il avait commencé, la création d'une Irlande unie et indépendante. Que cette lecture de l'histoire soit entièrement exacte ou légèrement romantique importe moins que sa puissance symbolique. Car en fin de compte, Brian Boru représente quelque chose de plus grand que les faits historiques de sa vie et de sa mort. Il représente l'espoir que même contre des obstacles insurmontables, même face à des ennemis plus puissants, même dans les circonstances les plus désespérées, un homme ou un peuple peut se lever et se battre pour quelque chose de meilleur. Il représente l'idée qu'un leader avec suffisamment de vision, de courage et de détermination peut changer le cours de l'histoire. Le vendredi saint 1014, sur la plaine de Clontarf, des milliers d'hommes sont morts. Parmi eux se trouvait le roi Brian Boru, son fils Murchad, son petit-fils Tuard le Bâche, le roi Mael Morda du Leinster, le jarl Sigurd des Orcades, et des guerriers innombrables dont les noms sont perdus dans l'histoire. Leur sang a rougi les eaux de la baie de Dublin. Leurs corps ont nourri les corbeaux. Leurs veuves ont pleuré. Leurs enfants sont devenus orphelins. Mais ce sacrifice n'a pas été vain. Clontarf a marqué le début de la fin de l'ère viking en Irlande. Après 1014, les Scandinaves n'ont plus jamais lancé d'invasion majeure. Ils sont restés dans leurs villes côtières, se sont intégrés à la société irlandaise, sont devenus partie du tissu culturel de l'île. L'Irlande gaélique a survécu, préservant sa langue, ses lois, sa culture. Brian Boru n'a pas vécu pour voir ce résultat. Il est mort, croyant peut-être que son empire mourrait avec lui.
Il ne pouvait pas savoir que son nom deviendrait synonyme d'héroïsme irlandais, que sa harpe ornerait les drapeaux et les monnaies, que des millénaires plus tard, des gens raconteraient encore son histoire. Il était simplement un vieil homme priant dans sa tente, attendant la fin de la bataille. Mais l'histoire l'a jugé différemment. L'histoire l'a transformé en légende. Et cette légende, nourrie par plus de 1000 ans de récits, de chansons, de poèmes et de rêves, est devenue aussi réelle et aussi importante que les faits eux-mêmes. Brian Boru, le garçon du comté de Clare qui a vu sa mère assassinée, le guerrier qui a vengé son frère, le roi qui a uni l'Irlande, l'empereur qui est mort en prière, vit encore dans la mémoire d'un peuple. Et peut-être que c'est la véritable victoire de Clontarf. Non pas que les Vikings aient été définitivement vaincus ce jour-là, bien que leur pouvoir ait été brisé. Non pas que l'unité irlandaise ait été préservée, car elle s'est effondrée presque immédiatement. Mais qu'un exemple ait été donné, qu'une vision ait été esquissée, qu'un rêve ait pris forme. Brian Boru a montré ce qui était possible. Il a prouvé qu'un homme, avec suffisamment de courage et de détermination, pouvait défier le destin et changer le monde. Cette leçon, transmise à travers les siècles, reste pertinente aujourd'hui. Dans un monde encore divisé par les conflits tribaux, les rivalités dynastiques et les invasions étrangères, l'histoire de Brian Boru nous rappelle qu'il est possible de transcender ces divisions, qu'un leader avec une vision peut unir les gens au-delà de leurs différences, qu'une petite nation peut résister à des empires puissants, qu'un garçon de Clare peut devenir haut roi d'Irlande. Le soleil se couchait sur Clontarf ce vendredi saint 1014, illuminant une plaine couverte de morts et de mourants. Dans ce crépuscule sanglant, une ère se terminait et une autre commençait. Les Vikings ne domineraient plus jamais l'Irlande. Les Irlandais ne seraient plus jamais vraiment unis sous un seul de leurs propres rois avant le XXe siècle. Mais le rêve d'unité, le souvenir de Brian, l'exemple de Clontarf survivrait. Et parfois, dans l'histoire humaine, un rêve peut être aussi puissant qu'une armée et un souvenir aussi durable qu'une forteresse de pierre.